On vous souhaite la bienvenue à ericlatour.com. Elle s'est lancée en affaires tout récemment, au mois d'avril dernier, une entreprise de services conseil en gestion. On reçoit Isabelle Laurent dans quelques instants. Mais d'abord, il est à la tête du Canada français Richelieu, mais de cette entreprise Ici Média, une vingtaine de journaux au Québec. Ils se sont présentés d'ailleurs à la commission parlementaire sur l'avenir des médias. Donc voici ce que Renel Bouchard pense de l'avenir des médias. Si vous avez suivi un peu l'actualité dans les dernières semaines, on a parlé beaucoup de l'avenir des médias, évidemment en lien avec cette commission parlementaire qui s'est tenue à Québec sur une bonne semaine, auquel participaient évidemment tous les partis de l'Assemblée nationale, notamment le député de Saint-Jean, ex-journaliste lui-même, Louis Lemieux, siégeait sur cette commission. Évidemment, tous les grands joueurs des médias ont circulé durant cette semaine-là. Ce qui est un peu curieux, c'est que la commission parlementaire, qui était déjà prévue à l'agenda, s'est tenue dans un contexte où, une semaine avant, on apprenait les ennuis financiers de Capital Média, qui est un groupe qui tient des journaux importants dans des villes comme Trois-Rivières, Sherbrooke, Québec, Saguenay, Gatineau et Granby. Bref, qu'en est-il de l'avenir des médias? Et regardons-le d'un œil un peu plus local, un peu plus joannais, avec le président de Ici Média, qui regroupe entre autres le Canada français Richelieu, Renel Bouchard. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Vous avez vous-même donc participé à cette commission sur l'avenir des médias et tout ça. Quel est le regard que vous avez de cette grande question de l'avenir des médias? Bon, c'est un avenir qui est, à mon sens, est nécessaire. On a des médias, spécialement en région, on a des médias qui sont quand même... qui font un travail essentiel dans leur communauté. Évidemment, il y avait beaucoup de médias, beaucoup plus de médias il y a 10 ans, par exemple. Il y a une centaine d'hebdos qui ont fermé depuis les 4-5 dernières années. Présentement, il reste normalement un seul média dans à peu près toutes les régions du Québec. Là. Toutes les régions sont desservies, mais seulement par un média. Il y avait 2 exceptions à ça. Saint-Jérôme, il y a 2 hebdos, puis il y en avait 2 à Saint-Jean, maintenant il n'y en a plus qu'un. Alors, on est rendu à, comme je dirais, un service minimum, parce que je considère que l'information que font les hebdomadaires, que font les radios dans les régions est un service essentiel au maintien de la démocratie, au maintien d'une saine démocratie. Et je pense que malgré la crise, on va réussir à passer à travers. C'est pas la première fois qu'il y a une crise dans notre industrie. Vraiment pas. Ouais. Notre industrie a connu à travers le temps des changements très profonds, mais elle s'est transformée, elle s'est adaptée, puis elle a survécu. À la fin des années 70, un grand nombre d'hebdos au Québec qui étaient des hebdos vendus, comme le Canada français. Les encores sont arrivés, puis le Publisac est arrivé. Ça a été une révolution pour le monde des hebdos. Un grand nombre se sont transformés, sont devenus gratuits, mais ils ont changé leur façon de travailler puis se sont adaptés à un nouvel environnement économique. C'est la qu'on va faire aussi. C'est la crise des médias ou si c'est la crise des journaux? Moi, je dirais que c'est la crise des médias dans le sens que tous les médias subissent une transformation. Quand on rajoute un joueur dans l'univers des médias, au début des années 70, on a ajouté la télé couleur. C'était un essor formidable, la télé. On disait que les radios et les journaux mourraient. Ceux qui sont assez vieux, on s'en rappelle. Il n'y a personne qui est mort parce que la télé est arrivée. Et à chaque fois qu'il y a des nouveaux... L'Internet, avec sa technologie, c'est un nouveau média qui contribue à l'information d'une certaine façon, à sa façon, selon sa nature, à l'information de la population. Donc, c'est un changement dans l'univers des médias. Et c'est un changement qui est extrêmement draconien, mais qui s'aggrave aussi du fait qu'il y a une crise de l'économie régionale. Aujourd'hui, là, il y a un grand nombre de petites entreprises, de petits commerces dans nos villes, nos régions, qui ont la vie beaucoup plus dure qu'avant parce qu'ils font face à Walmart, parce qu'ils font face à Costco. Les grands groupes américains, là-bas, c'est la même chose dans le domaine de la quincaillerie. Les grands groupes américains ont envahi le marché régional un peu partout. Ça a fait disparaître des commerçants locaux et ça demande à ceux qui restent de s'adapter, de faire les choses autrement. Alors, il y a à la fois une crise de l'économie des régions et une crise des médias. Est-ce que les journaux, par contre, sont les médias les plus impactés par la crise? Bien, forcément, les journaux sont plus impactés par la crise que d'autres, mais les revenus de la télévision ont baissé, puis les revenus de la radio ont baissé au cours des 5-10 dernières années, au profit
des revenus qui sont allés beaucoup du côté des médias Internet. Alors, tout le monde est impacté, sauf que les journaux papier ont été impactés plus que d'autres médias. Qu'est-ce que vous avez dit à l'occasion de cette commission parlementaire? Parce que tantôt, je ferai peut-être un petit résumé de ce que moi j'ai entendu, mais vous, le message que vous avez porté à la commission parlementaire, c'était quoi? Moi, j'étais avec le Hebdo Québec, l'Association des hebdos du Québec. Notre message, essentiellement, dit qu'on a besoin d'aide pour passer à travers la crise actuelle. La première chose qu'on a dite, c'est que les hebdos au Québec, ils payent pour le recyclage du papier. Oui. Peu de gens le savent, là. Sauf que c'est le seul endroit au monde, en Occident présentement, où les journaux qui font de l'information payent pour le recyclage de leur papier. Alors, on pense qu'on peut être traité de la même façon que les médias d'information. C'est un gros coût, ça? Ça coûte cher? Pour certains groupes, si on parle, pour un groupe comme Capital Média, on parle de millions de dollars pour l'industrie. Okay. Donc, on parle, c'est pas des peanuts, là. C'est des centaines de milliers pour un groupe comme Capital Média. Regarde, c'est beaucoup d'argent. Et on demande d'être exempté de cette taxe-là. Puis, il y a des anomalies. Évidemment, nous autres, on est d'accord que les GAFA, Google, tout ça, ils payent leur juste part de taxes et d'impôts au Québec. Puis on pense qu'à même ces revenus-là, le gouvernement peut nous aider. Il y a des incongruités. Quand on s'abonne à Netflix, on ne paye pas de taxes. Mais si on s'abonne au Canada français, on paye des taxes, par exemple. Ouais. Alors, je pense qu'il va venir le temps où les gouvernements vont se mettre ensemble, vont régulariser cette situation-là. Alors, on demande ça également. Et on demande que le gouvernement du Québec subventionne d'une certaine façon l'information en donnant une subvention qui est équivalente à environ 25 du salaire d'un journaliste, jusqu'à un maximum de 55 000. Alors, donc, comme le fédéral a promis de le faire, qui n'a pas fait encore. Ouais. Alors, c'est une mesure qui favorise pas nécessairement les institutions, les compagnies, mais qui favorise directement la diffusion de l'information. Parce que ce qu'on a beaucoup entendu à l'occasion de cette commission, c'est de dire, bon, premièrement, il faut que les gouvernements taxent Google et Facebook. Bon. Ouais. Deuxièmement, on dit, est-ce que les entreprises qui font de l'information pour avoir un crédit d'impôt sur la masse salariale de leurs journalistes? C'est ça dont on vient de parler. L'autre point qu'on entendait aussi, qui n'était pas inintéressant dans les suggestions, c'est de dire, est-ce que les annonceurs qui achètent de la pub dans le Canada français ou à Boom ou dans un média régional puissent avoir également un crédit d'impôt? En fait, c'est une suggestion de l'Association des hebdos. C'est nous autres qui avons proposé ça au gouvernement. On trouve que cette suggestion-là est d'autant plus intéressante qu'elle va adresser non seulement la crise des médias, parce que ça va être plus intéressant passer à travers les services d'une radio régionale ou d'un hebdo régional pour acheter des services de publicité numérique même, parce qu'ils vont devenir déductibles non seulement à 100 mais à 150 Et ça va aider les commerces, les petits commerces de nos régions. Donc, c'est une mesure qui aiderait pas seulement nos journaux, ou nos postes de radio, mais qui aiderait aussi tout le petit commerce régional. Bon, d'autres trucs qui ont été évoqués, évidemment, c'est une espèce de projet dont même la ministre Saint-Pierre à l'époque parlait, d'utiliser Télé-Québec comme pôle et tout ça. Bon, je sais que la CSN, le syndicat, semblait prôner cette solution-là, mais ça ne semble pas avoir beaucoup d'appétit ou ça semble un peu complexe à appliquer. Bien, en fait, les grandes institutions, ça coûte moins cher au Québec de maintenir des institutions indépendantes comme les journaux et les radios qui existent. D'étatiser l'information à Télé-Québec. Un peu comme Radio-Canada nous coûte 1,8 milliard présentement au Canada. Et il va faire que on n'ose pas le dire trop fort publiquement, mais le média d'information qui est le plus en concurrence directe contre la presse à Montréal présentement, c'est Radio-Canada. Depuis qu'ils ont eu une augmentation de budget de 200 millions dans la dernière année, depuis que le gouvernement Trudeau est au pouvoir, ils se sont mis à faire carrément de l'information sur leur plateforme web en concurrence directe avec la presse. La presse n'est pas capable de supporter une concurrence de même. Alors, il y a quelque chose d'injuste à vouloir tout étatiser. Puis bon, on parle on se plaint de la concentration de la presse quand c'est des privés, mais quand c'est des institutions publiques, on passe ça sous silence. C'est beaucoup... Radio-Canada, c'est la télé, c'est la radio, c'est maintenant le web. C'est beaucoup. Bien, c'est ça. L'autre question, parce que c'est même Pierre Calpelado lui-même qui l'évoquait, bon, à sa couleur à lui, mais qui disait le gouvernement ne peut pas perpétuellement subventionner des entreprises médiatiques. C'était sa façon à lui de le dire, bon, dans le contexte, évidemment, de Capital Média.
Mais est-ce qu'effectivement... Donc, quel est le rôle que le gouvernement devrait adopter? Est-ce que vous croyez sincèrement que cette commission-là va déboucher sur quelque chose? Parce que, bon, dans le cas de Capital Média, il y a urgence d'agir là, mais même à moyen long terme, pour des entreprises comme la vôtre ou d'autres, il va falloir qu'il se passe quelque chose là, parce que... En fait, le gouvernement, il ne peut pas maintenir en vie artificiellement des entreprises qui ne sont pas viables, mais il peut aider à fournir une information qui va s'adresser aux communautés puis aux citoyens. C'est pour ça que la demande de subventionner des journalistes, bien, tu sais, quand une entreprise est en difficulté, une des choses qu'elle est portée à couper rapidement, c'est dans le service d'information. Mais si le gouvernement, c'est donc une bonne avenue de subventionner l'information. Mais c'est pas parce qu'on va recevoir une subvention de 13 000 pour un journaliste que ça va sauver des médias comme tel. Il faut que les médias aient un plan d'affaires qui fait du sens. Puis il faut que les médias soient supportés peut-être davantage par les communautés, par les citoyens. Et une des choses importantes qu'on demande, on demande que le gouvernement du Québec revise sa position puis qu'il trouve une façon d'obliger les villes à continuer de contribuer à soutenir leurs médias d'information au lieu de vouloir les remplacer comme on voit à Mirabel. Oui. Bon, évidemment, il y avait le montant attribué pour les appels d'offres, mais encore là, les villes peuvent utiliser ce montant-là aussi pour faire d'autres types de publicité. D'autres choses. C'est pas nécessaire de revoir les avis publics sous forme papier, mais en même temps, les enquêtes de lecture nous prouvent très concrètement que c'est pas suffisant de mettre un avis public sur un média web pour qu'il soit connu du plus grand nombre possible dans une ville. Il faut qu'il y ait que ça soit multimédia. Bon, on parlait des journaux tantôt, bien sûr, on parlait de Transcontinental, TC Média qui s'est retiré de cette industrie-là. Vous-même, avec Ici Média, vous avez acheté une vingtaine d'hebdos au Québec, dont le Canada français, Richelieu ici. Donc, on est quoi, 1 an plus tard, à peu près? Hein, presque 18 mois plus tard. 2 ans plus tard. Avec les négociations. En novembre, ça va être faire 2 ans. Comment se porte le Canada français et Richelieu aujourd'hui par rapport à il y a 1 an ou 2 ans? Bon, le Canada français s'est renforcé un peu, mais pas de façon exagérée. Il faut rester prudent. On est dans un équilibre, mais un équilibre qui reste fragile. On ne peut pas encaisser des grands coups. Mais on est correct, on fait notre travail correctement. On n'a pas coupé dans l'information, on n'a pas d'intention de couper dans l'information. On a le plan de... Tu sais, il faut se rapprocher de notre communauté de plus en plus. Puis il faut se rapprocher de notre communauté, de nos commerces aussi. Parce que nos commerces, dans nos régions, c'est difficile pour eux aussi, c'est difficile pour nous. Mais on veut se rapprocher d'eux autres. Puis c'est ensemble qu'on va grandir un peu, qu'on va grandir plus, puis qu'on va bâtir un avenir qui va être un peu plus radieux. Et comme vous avez acheté une vingtaine d'hebdos, dont le Canada français Richelieu, bon, on parlait de l'exemple d'ici, mais quand vous regardez les autres publications du groupe, comment se situe Ici Média actuellement là, depuis la transaction? Bien, Ici Média se situe bien. On est correct. On a des journaux dans certaines régions qui sont dans une situation plus difficile, certains dans une situation moins difficile. Mais malgré tout, on a réouvert un journal dans la région de la Mauricie que Transcontinental avait fermé. Alors, au lieu de le publier aux semaines, on le publie aux 2 semaines. Mais là, il va bien. On a redonné à une communauté de l'information. On n'a pas fermé de journaux jusqu'à présent, mais il faut étudier la situation de chacun des journaux. On n'est pas dans une position pour maintenir des publications qui sont déficitaires sur le moyen terme et le long terme. Ça, c'est clair. Souvent, la question que les gens m'ont posée, c'est bon, les journaux vont moins bien. Comment se fait-il que quand TC Média les a mis en vente, comment ça se fait qu'il y a des gens qui les ont rachetés? Qu'est-ce qui fait qu'exemple, un René Bouchard et votre associé, Marc-Noël Ouellet, qu'est-ce qui fait que des gens comme vous ont dit, bien, nous, on y croit encore, puis oui, on va faire une transaction, même si tout le monde nous dit, vous êtes fous, vous ne devriez pas aller là, mais pourquoi? On y croit. Moi, je crois à l'information régionale. Je pense que dans 5 ans, dans 10 ans, dans 15 ans, l'information régionale va exister encore. Les journaux se transforment. Les journaux, le support comme tel, le papier va être moins important dans 5 ans ou dans 10 ans qu'il l'est aujourd'hui. C'est correct. Mais ça ne veut pas dire qu'on n'est pas capable d'avoir une entreprise rentable. Nous autres, comme on est des indépendants, on n'a peut-être pas des grandes ambitions de profit comme des grandes corporations peuvent avoir. Ils ont leur standard, puis il faut qu'ils atteignent leur standard. Bon.
c'est leurs affaires. Nous autres, on y croit. On travaille fort. Je ne peux pas vous dire que c'est facile, que c'est donné d'avance, que tout le monde veut se garrocher là-dedans. Mais c'est un domaine que nous autres, on connaît, puis on y croit, puis on aime faire des journaux. Ronald Bouchard, merci beaucoup. Ça fait plaisir. Restez avec nous, puisqu'au retour, on vous parle de conseils en gestion. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à La Justice entre nous. Mon nom est Serge. François, cette semaine à Sport Express, on parle avec une légende de la Ligue nord-américaine de hockey. Absolument, il est responsable des sports au Collège André Laurando. Il vient de jouer un match ici vendredi. Claude Morin qui est avec nous. Comment vont Antonio Brown et Robert Kraft, tes participants? Très bien. Dimanche, 9h30, Télé Bingo, on vous attend. Comme on l'a fait au cours des dernières saisons, presque une fois par mois, on reçoit des représentants du regroupement des travailleurs autonomes du Haut-Richelieu. Ça vise aussi un peu à les faire découvrir au public, à leur donner de la visibilité. Puis, des fois, les parcours aussi, les parcours de nos invités sont quand même fort intéressants. Parfois, les gens vont commencer dans un domaine, vont finir dans un autre. Bref, aujourd'hui, notre invitée, elle est aujourd'hui conseillère en gestion. Elle a fondé sa propre entreprise. Il s'agit d'Isabelle Laurent. Donc, bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Bon, expliquez-nous un peu, parce que quand vous avez commencé au tout début sur le marché du travail, vous n'étiez pas vraiment dans ce domaine-là, mais quoi, vous avez comme changé au fil du temps. Oui, je m'excuse. Je suis un petit peu grippée. Non, mais ça va, on va être mollo avec vous parce qu'effectivement, la santé est un peu difficile, mais bref, expliquez-nous un peu votre parcours. En sortant du secondaire, je suis tombée enceinte. Donc, ça change les plans, ça. Oui, ouais. Ça change beaucoup les plans. J'ai toujours voulu aller à l'université. Ouais. Je voulais être chirurgienne à ce moment-là, ça n'a pas été le cas. Ouais. J'ai décidé d'aller dans des études en administration des affaires que j'ai complétées en 2005. Ouais. Et suite à ça, j'ai travaillé chez Desjardins. J'ai été adjointe au planificateur financier, puis j'ai été conseillère financière aussi. Okay. J'ai fait ça quelques temps pour me rendre compte que j'aimais pas ça, vendre des placements puis de l'assurance-vie. Donc, j'ai décidé de me réorienter parce que je voulais vivre de quelque chose qui me passionnait. Et qu'est-ce qui vous passionnait? Parce que parfois, quand on commence sur le marché du travail, comme vous dites, on essaie des trucs, puis là, des fois, on se rend compte qu'on aime ou qu'on n'aime pas. Et parfois aussi, il y en a qui vont chercher leur passion. Puis votre passion à vous, c'était quoi finalement? Vous l'avez trouvé? En fait, il y a plein de choses qui me passionnent dans la vie. L'administration, j'ai toujours aimé ça, les finances et tout. Et puis, à ce moment-là, j'ai décidé de me réorienter plus au niveau du domaine de la santé. Le fil conducteur de tous les métiers que j'ai faits, c'est que j'ai toujours voulu aider mon prochain. Que ce soit en gestion, en finance ou quand j'ai travaillé aussi, j'ai travaillé dans les laboratoires des hôpitaux comme technologiste médicale jusqu'à tout récemment parce que j'ai lancé ma propre entreprise seulement au mois d'avril. Je suis très, très contente que ça aille bien comme que ça va présentement. Mais c'est ça. Le fil conducteur, dans le fond, c'est ça. C'est que je veux aider mon prochain. J'ai de la facilité à analyser des données, de circonscrire tout ça, puis d'être capable de résoudre les problèmes après. Parce que là, donc, vous avez travaillé dans le monde de la finance, après ça, dans le monde médical. Et puis là, donc, vous mettez sur pied, donc, tout récemment, votre propre entreprise en service conseil en gestion. Évidemment, c'est très, très large, mais qui est le client type qui vous appelle pour avoir besoin de vos services? Ma clientèle cible, en fait, c'est les petites et moyennes, surtout les petites entreprises, les entrepreneurs, les moyennes entreprises qui n'ont pas nécessairement les moyens d'embaucher un gestionnaire à temps plein. Okay.
OK? La gestion, pour moi, c'est beaucoup plus que juste les finances ou seulement la fonction marketing ou seulement les ressources humaines. Des spécialistes, on en a beaucoup. Des gens qui sont spécialisés dans leur domaine. Des généralistes comme moi, il y en a moins. On va les retrouver surtout dans les grandes entreprises en tête ils vont diriger des grandes entreprises ou ils vont avoir leurs propres entreprises. Mais l'entrepreneur a des besoins pareils comme la grande entreprise, en fait. Et mon but, pour moi, c'est vraiment d'amener l'entrepreneur à avoir une vision globale de tout ce qui est son entreprise, puis après ça, être capable de prendre les bonnes décisions au bon moment pour être capable de capter toutes les opportunités qui s'offrent à lui. Et là, donc, qu'est-ce qui vous a, dans le fond, allumé à lancer votre propre entreprise? C'était quoi l'élément déclencheur pour dire, bon, mais là, je me lance, puis... Oui. OK. Ben, en fait, ça fait 10 ans que j'y pense. Vous allez dire, ça fait 10 ans. Oui. Je suis mère de famille, j'ai 4 enfants. Lancer sa propre entreprise, c'est quand même un risque financier auquel on va penser plus qu'une fois. Donc, c'est une décision qui était quand même réfléchie, mais comment on pourrait dire ça? J'ai pris la décision, dans le fond, d'arrêter de travailler à l'hôpital où je travaillais pour diverses raisons, dont le trafic. Et je voulais trouver ma voie, puis être plus présente aussi pour mes enfants. Donc, si je peux être un modèle en même temps pour mes enfants, je vais avoir gagné ma cause. Puis la gestion m'a toujours intéressée, que ce soit de la gestion d'inventaire, de la gestion au niveau des finances. Toute la fonction marketing aussi m'intéresse beaucoup. Puis, j'ai toujours dit que je voulais être aux études toute ma vie. Je suis dans le bon domaine. Pour continuer comme ça. Et là, dans le fond, là, vous êtes en affaires, donc, techniquement, depuis le mois d'avril. Donc, c'est tout récent. Puis là, jusqu'ici, ça va relativement à votre goût. Ça rencontre les attentes que vous aviez. Ça va même beaucoup mieux que ce que je pensais. Ah oui, oui? Oui, ça a été... je me suis rendu compte qu'il y avait une demande au niveau du rôle conseil de façon plus générale. Parce que moi, je peux rentrer au niveau d'un problème que l'entrepreneur va avoir ciblé, admettons, les finances, un problème au niveau de sa comptabilité. Je vais rentrer, mais je peux m'apercevoir qu'à travers ces projets, il n'y a peut-être pas eu le temps de prendre... Il n'y a pas eu le temps de s'asseoir et de réfléchir à c'est quoi ses objectifs qui visent à court, moyen, long terme. L'entrepreneur, il n'est pas nécessairement un gestionnaire. L'entrepreneur a des idées, puis il a souvent des bonnes idées, puis il se fie beaucoup sur son intuition. Mais moi, j'aimerais ça l'amener puis lui dire, écoute, planifier, c'est aussi important. D'analyser la situation actuelle, de planifier ce qui s'en vient, ça faire en sorte de capter les opportunités qui s'offrent à lui. Qu'est-ce que vous souhaitez pour les prochaines semaines, les prochains mois, voire les prochaines années? C'est quoi votre planification à vous, là? Ma planification à moi? Si, admettons, on prend un volet plus qu'un autre, au niveau des ressources humaines, le volet du développement de la formation puis du transfert des connaissances, on parle beaucoup de la pénurie de main-d'œuvre, mais un autre enjeu qu'il va y avoir au niveau des ressources humaines, c'est quand les baby-boomers vont partir à la retraite. Le transfert, les compétences qu'ils ont, là, si on les prend puis qu'ils s'en vont, on va les perdre. Donc, il faut penser aujourd'hui, maintenant, à bâtir les bases de données, montrer les métiers au niveau. Et ça, c'est quelque chose que je vais développer, d'après moi, à moyen terme. Ce qui veut dire, d'ici 1 à 3 ans, essayer de m'associer avec des gens puis essayer de faire des intranets ou des choses comme ça. Parce que ce qui est particulier, c'est qu'on vit une pénurie de main-d'œuvre. Puis là, on se dit, oui, mais puis un jour, les baby-boomers, qui sont quand même assez nombreux, vont se mettre à quitter. Là. Donc là, ça va être plus qu'une pénurie. Là. Je veux dire, il faut s'y préparer, là, parce que parfois, les gens pensent que c'est momentané. Non. Mais visiblement, quand on regarde les projections, c'est pas un problème qui va se régler dans 2 ans. Là. Non, mais c'est ça. Il faut mettre faut se prendre des outils tout de suite là. C'est sûr que la robotisation, l'automatisation, ça va être une solution. L'immigration aussi, mais même l'immigration a ses limites. Tout à fait.
Tout à fait. Donc, Service Conseil IL, donc Oui. ouvert techniquement donc, depuis le mois d'avril dernier. Donc, du service conseil. Donc, les gens peuvent bien sûr vous contacter Oui. pour savoir un peu la palette de services que vous pouvez offrir. Mhm. Principalement, vous dites, dans la cible des petites entreprises qui parfois ont 1, 2, 3 employés, l'entrepreneur qui fait tout, qui a des bonnes idées, mais qui des fois peut-être pas le temps de s'arrêter justement pour regarder sa propre gestion. Oui. Et pas se retrouver avec des mauvaises surprises dans quelques années, hein, c'est ça? Oui. Bien, bonne chance. Merci beaucoup. Merci. Merci. Restez avec nous puisqu'au retour, on vous présente le Babillard quotidien. Si vous êtes de passage au musée du Haut-Richelieu, sachez qu'il y a une exposition temporaire qui est en cours jusqu'au début décembre, jusqu'au 1er décembre, d'une rive à l'autre. On parle de la rivière Richelieu et entre autres des moyens de transport qu'on avait à l'époque pour transiter entre les deux rives. Évidemment, si vous désirez me joindre, commentaires ou suggestions, faites-le toujours par courriel. Éric Latour en un mot à commercial tvhr9.com. À demain. Bye bye.